Juste pour introduire cette table ronde, j'ai deux souvenirs récents à vous proposer. Le premier, c'est que j'ai lu un titre sur un... Je ne sais plus si c'était un forum, un blog ou un journal en ligne. 900 000 épargnants floués par une plateforme de crowdfunding. Vous n'avez pas lu ça? Vous ne l'avez pas vu quelque part? Non, moi, ça m'a fait sursauter personnellement. Il manquait... Et voilà, il manquait juste, c'est certainement pas un journaliste qui avait fait un titre pareil, un titre aussi grossier, certainement un blogueur irresponsable. Il manquait juste un terme, c'était en Chine. Voilà. En France, ça paraît assez improbable, mais en tous les cas, c'est une des problématiques que la déontologie du métier devrait couvrir. Puis un autre souvenir encore plus récent, évidemment, étant supposé être responsable de la déontologie de la profession ou des trois professions. Je fréquente beaucoup de forums, je traque les mauvaises pratiques et que sais-je. Et j'ai lu récemment sur un forum une intervention de 5 lignes sur un ton littéralement de pleurs d'une dame qui avait emprunté, disait-elle, 20 000 euros à 2% pour les prêter à 7%. Grâce au ciel, ce n'était pas sur une plateforme membre de FPF. Ouf. Mais en tous les cas, elle a fait cette bêtise atroce. Et y compris ces bêtises, on doit faire de la prévention, à mon avis, dans une association aussi sérieuse que la nôtre. En gros, l'ambition de FPF, vous le savez, c'est de réunir les meilleures plateformes. Et les meilleures plateformes, ça veut dire évidemment celles qui pratiquent une conformité en béton armé et qui, en plus, au-dessus de la conformité, rajoutent une couche de déontologie, bonne pratique. Et on essaye d'y veiller avec de petits moyens, très légers, très axés sur la prévention, bien entendu, et puis très axés sur, pour l'instant, des communications un peu informelles par-ci, par-là. Je suis, comme tout le monde, à Financement Participatif France. On a entre 2 ans et 4 ans d'expérience, donc on apprend en faisant. En tous les cas, on a une réglementation qui est costaud, solide, et au-dessus de cette réglementation, on essaye de se mettre d'accord les uns et les autres sur des bonnes pratiques. Vous avez d'ailleurs le résultat de nos travaux et de nos pratiques dans ce nouveau code de déontologie qui est soumis au vote de l'Assemblée générale d'avril. Il est passé entre avril 2014 et avril 2016 de 3 à 8 pages. Les premiers échos j'en ai de ceux qui l'ont... Normalement, tous les membres de l'association l'ont reçu. Les premiers échos que j'en ai sont des échos plutôt positifs ou prudemment positifs. En tous les cas, il semble que nous ayons couvert à peu près les sujets. Je vous en citais 2 en commençant. Ce sont 2 parmi d'autres, bien entendu, et c'est ce que nous allons aborder avec les personnes qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de participer à cette table ronde. Je vous présente rapidement donc Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants à l'AMF. Nous faisons connaissance plus ou moins, puisque nous avions surtout connu Nathalie, qui était énergique, en pleine forme et un peu coupante. Elle nous a fait faire des gros progrès et de gros efforts très rapidement. Reid Feldman, qui est avocat, qui est partenaire de Kramer-Levin, qui est l'un des soutiens de la première heure de Financement Participatif France. Marie-Cécile Longin, responsable des grands comptes banque et finances à GS Solutions Affaires. GS, ça veut dire grâce à voix. D'accord. Et enfin, Romain Mazri, CFO de Mangopé. Mangopé est l'un des principaux prestataires pour les plateformes. Et Mangopé, d'ailleurs, travaille avec de nombreuses plateformes présentes dans la salle, dont les membres de FPF, parmi d'autres. Je vais les rejoindre. Après tout, je me sens un peu seul ici. On commence par l'autorité avec un A majuscule. Ça vous convient? Alors, vous êtes presque aussi récente dans le... Ça marche tout seul? C'est merveilleux, il n'y a rien à faire. Pardon? Ah oui. Madame Castanet, ne vous laissez pas déconcentrer. Ne vous laissez pas déconcentrer. Est-ce que tout va bien? Je veux dire, dans le contrôle... Non, mais c'est intéressant de poser la question à l'AMF en tant que telle, parce que l'AMF pratique des contrôles a priori, avant même que les plateformes démarrent, extrêmement sérieux et détaillés. Donc, est-ce que, après, à la louche, 2 ans de pratique, allez, un peu plus d'1 an, est-ce que vous avez le sentiment que tout va bien?
On a en tout cas le sentiment que les choses ont très très bien progressé et qu'il y a un travail en commun avec la conscience, je pense, de chacun des acteurs en lien avec l'AMF, que c'est une question de confiance vis-à-vis des épargnants qui financent les projets qui sont proposés. Et je pense que tout intervenant a à la fois cette envie de progresser, de jouer sur la transparence et de respecter la réglementation, bien évidemment, même si pour certains nouveaux venus, ce sont des choses à découvrir encore et on les accompagne. À découvrir, oui. Vous êtes extrêmement sensible à l'information au deux sens du terme, c'est-à-dire à l'information qui doit être disponible, l'application de la réglementation, etc., et aussi à la qualité de l'information qui permet, si on reste du côté financeur, ce que nous appelons des financeurs dans les trois métiers, qui permet une entrée progressive sur une plateforme, de comprendre au fur et à mesure ce qui s'y passe, de se sentir soi-même en adéquation ou pas avec la proposition financière. Vous avez fait pas mal d'observations, enfin vous, pas personnellement, mais l'AMF a fait pas mal d'observations à des plateformes sur ce genre de thème. Oui, tout à fait. L'information est clé parce que nous sommes en tout cas dans l'investissement sur le financement de sociétés qui sont de jeunes sociétés, des porteurs de projets. Et donc on est sur finalement des sociétés pour lesquelles on connaîtra, et j'espère pour le maximum d'entre elles, de très belles histoires. Mais pour certaines d'entre elles, il pourra y avoir échec. Derrière, il y a des particuliers qui investissent et ces particuliers doivent être tout à fait conscients à la fois du risque et à la fois de l'illiquidité de leur investissement, sachant que c'est un investissement à la fois de conviction, mais c'est aussi un investissement financier. D'accord. Et jusqu'à maintenant, pas de dérapage particulier, pas de problème particulier dans ce champ-là, en tous les cas? À ce stade, non. On n'a pas vécu encore un cycle complet. Oui, c'est ce que nous disait l'autre intervenant ce matin. Le cycle complet, c'est on investit, on perd et on réinvestit derrière. Donc on prend la leçon, quoi. Voilà, donc nous avançons ensemble sur ce chemin de professionnalisation et en tout cas je crois que pour les acteurs c'est quelque chose qui est intégré maintenant, la nécessité de cette transparence de l'information. Nous avons une réglementation qui donne un accès progressif au site et c'est bien nécessaire. Il s'agit de CIP, hein. Oui, tout à fait. Là j'évoque uniquement les CIP et c'est tout à fait nécessaire parce que le risque en capital est important. Oui, d'accord. Red, quelle est ton analyse actuellement? Alors, CIP et IFP, les prêteurs et les investisseurs en capital, il paraît que ça marche tout seul, hein, donc n'essaye pas de... Oui. OK. Oui. J'ai l'impression qu'on est dans un environnement assez vertueux, non seulement en France, mais partout dans le monde, dans le financement participatif. Et c'est en partie dû au contexte réglementaire, tous les textes qu'on nous a collés, qu'on accepte et qui sont, à mon avis, très utiles, mais pas seulement à cause de ces textes, qui sont en grande partie une reprise des obligations de droit commun, et je peux revenir si c'est utile, si c'est intéressant, mais aussi à cause de structure de l'environnement. La foule, c'est propice à des investissements sains. Je ne dis pas qu'ils vont réussir à tous les coups. On sait qu'à la fin du cycle, il y aura de la casse, mais peut-être des réussites aussi. Oui. Donc je pense que... Et finalement, je pense que le propos du ministre en ce qui concerne le rôle du régulateur est tout à fait opportun. Parce que, évidemment, le régulateur est là pour nous protéger des désastres. Mais il ne faut pas réguler trop pour tuer dans l'œuf ce qui va fleurir, ce qui va devenir... une belle bête, une belle contribution à l'économie. D'accord.
Et les conditions, c'est ça, c'est deux conditions. Un, information progressive et équilibrée, et deux, adéquation, c'est ça? Bon, en ce qui concerne le contexte réglementaire, j'ai regardé, parce qu'on vit avec la déontologie, les règles de bonne conduite, mais je me suis dit, quelles sont les obligations essentielles? Et je voulais juste citer certaines. Il y a évidemment l'obligation, comme partout dans le monde de services financiers, de faire une présentation ayant un caractère exact, clair et non trompeur. Mais je dis que c'est un peu le droit commun. Bien sûr. Le droit commun réitéré, en fait. Il faut le faire de manière équilibrée. Ça, c'est un peu plus que le droit commun. Mais c'est une obligation formelle. C'est-à-dire, si on est conscient, si on est un CIP et on fait bien son boulot, ce n'est pas trop difficile de faire la présentation équilibrée. Le CIP a l'obligation d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle, qui sert au mieux des intérêts du client. Ça, c'est un peu le droit commun plus, parce que on sait dans le commerce, on ne trouve pas toujours les gens qui sont complètement loyaux, mais donc c'est tout à fait salutaire. Il faut que les informations soient présentées, que le CIP contrôle les informations présentées par l'émetteur. Et comment contrôler qu'il y a une cohérence, clarté et caractère équilibré de ces informations. Ça, c'est aussi un peu plus que le droit commun. Mais finalement, et on dit souvent que la plateforme a une obligation de moyens parce que c'est l'émetteur qui est responsable du caractère complet, exact, équilibré des informations fournies. Or, je pense que l'obligation qui pèse sur la plateforme est assez lourde. La plateforme doit être sur le qui-vive à tout moment. On verra bien quel sera le résultat lorsqu'il y a la casse. Et je fais la distinction entre la casse économique, un projet qui ne réussit pas, peut-être même à cause d'une faute du porteur de projet, mais j'entends une faute économique ou commerciale. La plateforme n'est pas responsable. Lorsqu'on a d'autres problèmes, la responsabilité de la plateforme peut être engagée. D'accord. OK. La distinction est relativement claire et opérationnelle, me semble-t-il. Romain, alors vous deux, Romain, Marie-Cécile, vous représentez plutôt des services proposés aux plateformes pour qu'elles fonctionnent mieux. Et donc, le critère de la déontologie est aussi un critère dont vous tenez compte dans vos relations d'affaires avec les plateformes, dont vous tenez compte dans votre pratique à vous. Romain, quel est le problème principal que vous mettriez en avant qui relève plus de la déontologie que de la conformité réglementaire dans les relations que vous avez avec les plateformes? Ben oui. Oui. Non. Je repartirai sur ce qu'on disait tout à l'heure. L'information, les bonnes pratiques d'information, d'ailleurs, c'est un petit peu là-dessus qu'on voit les bonnes plateformes et les plateformes qui réussissent aujourd'hui. C'est celles qui arrivent à avoir un discours, j'ai envie de dire, marketing propre, tout en ayant les informations qui sont du coup importantes pour protéger le consommateur et donner assez d'informations aussi pour laisser les investisseurs vraiment profiter. Oui, mais c'est vous qui les exigez, ces informations. Ça Alors non, de marquer le curseur, non? Alors, nous, quelque part, donc Mangopé, Commencez voilà, par peut-être. présenter très brièvement Mangopé. J'aime pas vraiment qu'on nous appelle PSP parce qu'on est un petit peu, on offre autre chose aussi. On offre
Donc on a une solution de paiement, de gestion de monnaie électronique et de compte de paiement pour les sites de crowdfunding et les marketplaces, mais de manière voilà, plus générale pour tous les sites qui ont des problématiques d'encaissement pour le compte de tiers. Bien sûr, oui. Voilà. Donc on leur offre la possibilité de faire de l'encaissement multiple dans toute l'Europe, du décaissement aussi, mais ce qu'on apporte vraiment, c'est des briques essentielles, hein, qui leur permettent de satisfaire des contraintes réglementaires, que ce soit en France ou en Europe, dans tous les pays d'ailleurs, qu'elles sont quand même relativement similaires, même si on a fait de très très belles avancées en France, hein. Ce qui nous amène à des contraintes plus légères que dans d'autres pays d'ailleurs. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est que ces briques? Ces briques, c'est la traçabilité des flux par le KYC, le screening AML, les listes de sanctions. C'est bien sûr la protection des fonds par la mise en place des comptes de cantonnement. Donc c'est nous qui collectons les fonds des tiers, voilà, au nom de la plateforme. Mais c'est aussi toute la partie gestion de la fraude, compliance. C'est-à-dire et quelque part, on se positionne comme une solution technologique, oui. Mais ce qu'on veut surtout, c'est être une référence à confiance. C'est-à-dire, ouais, cette plateforme utilise MangoPay. Ben, j'espère que c'est le cas à l'AMF. Quand vous voyez une de nos plateformes arriver, c'est plus rassurant que si elle n'était pas chez nous. J'espère que c'est le cas, ou que ça le deviendra en tout cas. Et donc voilà, c'est ce qu'on apporte, nous, à nos plateformes aujourd'hui. Mais ce qui était intéressant, c'est que vous commencez, après un instant d'hésitation, vous commenciez à dire c'est marketing. Ce que vous voulez dire, c'est que la déontologie se marie bien avec le marketing. En d'autres termes, les bonnes plateformes sont celles dont le marketing est orienté vers un au-delà de la réglementation qui serait la déontologie. Ah, moi, j'en suis convaincu que les plateformes qui fonctionnent aujourd'hui, c'est aussi elles arrivent à jouer avec toutes ces contraintes réglementaires et diffuser leur propre ADN avec ces contraintes, hein. Que ce soit sur la partie paiement ou d'ailleurs sur le reste. Ouais. C'est la parole là-dessus. Il s'agit d'être transparent, en fait, avant tout. Allez-y. L'idée pour les plateformes, c'est d'être transparent avant tout, puisqu'en fait, ils s'adressent souvent à des particuliers, donc à un côté grand public. Et je pense que dans le discours, ces plateformes ont tout intérêt à être claires, pédagogues dans ce qu'elles proposent, tant pour les porteurs de projets que pour les solutions et notamment la rentabilité, etc., etc. Donc nous les accompagnons aux côtés Grâce à Voix dans la partie prévention et gestion de leurs propres risques, donc notamment pour trouver des couvertures en responsabilité civile professionnelle, parce qu'il va y avoir une petite obligation début juillet pour les plateformes. Vous êtes dans l'agenda, là. Début juillet, Exactement. toutes les plateformes doivent avoir une... Ouais. Et je tiens à dire que les plateformes adhérentes à FPF, qui notamment donc respectent ces fameux codes de déontologie, pour un assureur, il y a un côté rassurant, c'est qu'elle de dire, et du coup, ils sont beaucoup plus ouverts à proposer ce type de garantie pour ce type de plateforme, voilà, qui sont adhérentes. Vous disiez au-delà des garanties, vous disiez également toute une offre de services en tant qu'entreprise. Oui, alors nous avons également proposé à la demande d'une plateforme relativement connue qui cherchait à rassurer en fait ses prêteurs investisseurs et à tracter en fait et à attirer des prêteurs investisseurs une garantie d'assurance qui couvre contre la défaillance à la fois physique, donc décès et invalidité du prêteur, et à la fois la défaillance économique de l'emprunteur, pardon, excusez-moi. Parce que les prêteurs, là, il y a du boulot. Hein. De l'emprunteur, pardon. Voilà, l'idée étant d'attirer un maximum de prêteurs sur cette plateforme-là et de les rassurer sur le fait qu'en cas de défaillance, soit physique, donc décès, invalidité, ou économique de l'emprunteur, leur capital serait indemnisé dans les limites de la garantie d'assurance, bien entendu. D'accord, voilà. Ok, très bien. Donc, une insistance logique sur l'information, la qualité d'information, l'intensité, la densité de cette information. Red y insistait, Madame Castanet, vous insistez également. C'est évidemment un sujet majeur, c'est un sujet sur lequel on essaye de travailler en interne au sein du Conseil avec les plateformes. On regarde beaucoup de choses. On alerte d'ailleurs, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, d'alerter une plateforme sur le fait, sur une
ce que vous appelleriez une information déséquilibrée, c'est ça? Oui. Oui, c'est exactement cela, puisque l'information doit être le reflet effectivement d'un équilibre entre la présentation du risque et bien évidemment les avantages attendus, avec une règle qui ne se dément jamais, un rendement potentiellement élevé, bien sûr rémunéré, Assorti d'un un risque qui est également élevé. Voilà, c'est ça. Essayez de faire tenir ça dans un tweet, vous verrez, c'est la déontologie, vrai sujet. Mais c'est indispensable parce qu'encore une fois, on demande aux particuliers, et c'est toute la richesse et l'innovation qu'apporte le crowdfunding, de venir financer et de financer ces petites entreprises finalement qui peuvent être peut-être plus fragiles que d'autres. Il est à la fois essentiel que lui-même développe un questionnement sur ses possibilités financières, sur ce qu'il attend de cet investissement, parce que ça a beau être un investissement de conviction, encore une fois, il est hors de question que des particuliers ne voyant pas le point vide de leur livret A pour venir sur ce type de plateforme. Par contre, en tant qu'investissement de diversification, une fois qu'on a bien mesuré le risque, qu'on est bien rentré dans la documentation, oui, pourquoi pas, et c'est intéressant. Oui, oui. Je disais à Madame Castanet, quand nous préparions cette table ronde, que mon obsession, si je puis dire, c'est que la chère bonne vieille veuve de Carpentras, qui nous fait tous rêver, ne vide pas son livret A pour devenir actionnaire d'une start-up. Et en l'occurrence, il y a à la fois le problème de l'information, de la qualité de l'information, et à la fois l'accès progressif. Je veux dire, grâce à son neveu un peu naïf et imprudent, peut-être qu'elle essaiera d'aller sur l'une des plateformes CIP, etc., mais elle se découragera avant d'arriver au système de paiement, je l'espère en tout cas. Oui, Red. En préparation, on a parlé de faire un petit sondage Oui. des casses, des problèmes. Oui. Et donc, j'ai regardé, il n'y en a pas beaucoup. Oui. En fait, il y a deux types de casses. Il y a le problème du porte de projet qui est fautif ou malhonnête. Et il y a le problème de la malhonnêteté de la plateforme. Oui. Et donc, dans le premier cas, en fait, c'est quelqu'un qui lève des fonds et qui, soit il part avec la caisse, soit il fait rien. Il utilise cet argent pour ses besoins personnels. Ouais, Ensuite, il dit, finalement, le projet n'a pas abouti. Or, ça a donné lieu aux poursuites au civil, aux États-Unis notamment. Mais je donne, parce que c'est les seuls exemples que j'ai trouvés, mais ça peut très bien arriver en France. Il y a deux cas que je vais citer. Le cas The Doom That Came to Atlantic City. Donc, c'est un jeu de société très, très bien dessiné sur Kickstarter. Donc, c'est un modèle de don contre récompense. Projet prévu pour $35 000, total levé $123 000. Et le porteur de projet n'a pas donné suite. Or, le FTC aux États-Unis a donné suite. Il y a eu un jugement, $112 000 contre la personne. Ça peut très bien être une autorité française. Le DGCCRF peut très bien faire la même chose. Deuxième cas, des jeux de cartes. Pareil, procureur, jugement contre le porteur de projet, $23 000 plus $31 000 d'amende. Donc, on parle de sommes pas très élevées, mais ça veut dire qu'il y a des moyens, et je pense que ça peut très bien arriver en France, où les petits projets, les écarts dans le cadre des petits projets peuvent être réparés. Et dans le cas de pratiques déloyales, ce n'est pas la loi sanctionnée par rapport à l'application de la loi, de pratiques déloyales. Mais c'est aussi un simple problème de contrat. Oui. On dit sur un site, je vais faire ceci, vous me donnez l'argent, vous aurez ça. Et si vous n'exécutez pas, il y a votre garantie contractuelle
est appelé. Oui, ok. Mais en ce qui concerne les plateformes, Ouais. je n'ai trouvé que 2 exemples. Ouais. Donc, c'est l'exemple que tu as cité en Chine. Ouais. Il s'agit d'une plateforme Ezubao, Oui. où la personne a fait une plateforme de prêt. Apparemment, 95% des dossiers étaient faux. Faux. Ouais. Donc, Donc elle a fait un Madoff. voilà, mais justement, il y a un autre exemple. Le seul autre exemple que j'ai trouvé, c'est une plateforme suédoise, très mal organisée. Oui, oui, oui. Peut-être il y avait malhonnêteté, mais ce n'est pas certain. La plateforme a fait faillite. Il manquait 3 ou 4 millions d'euros. Un liquidateur judiciaire est intervenu. Apparemment, les investisseurs reçoivent un dédommagement de 25 ou 40%. Ouais. Donc, c'est dans tout l'univers du financement participatif, c'est très, très peu. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un environnement assez vertueux. C'est très très peu dans un univers très très jeune. Donc attendons de voir. Je suppose que ce serait la réaction de Madame Castanet. Oui, et avec un point qui est important, c'est que les plateformes, de par leur professionnalisme, notamment sur les porteurs de projets, ont un vrai rôle de sélection également. Absolument. Et ce rôle, ce devoir de sélection fait partie de leur qualité et fait partie et contribue à la confiance qui va être donnée à cette industrie toute jeune. Absolument. Et c'est tout à fait essentiel que chacun, vous parliez de déontologie, hein, les règles et les devoirs, mais que chacun puisse intégrer, chaque entrepreneur responsable de plateforme puisse intégrer ces règles-là qui sont un devoir et qu'il œuvre chaque jour pour que la sélection soit de qualité, de telle sorte à pouvoir créer cette confiance qui est nécessaire au développement de cette industrie. Il y a un autre sujet. Oui, tu voulais. Et à maintenir une bonne image du secteur, en fait. Parce Et que à le risque maintenir d'image est très le important. risque de donc, réputation est le risque le plus énorme que nous puissions subir. S'il arrivait des gags aussi atroces que cette histoire chinoise, par exemple, ça détruirait en partie notre industrie. Vas-y. Ce que je voulais dire, pour rejoindre un petit peu ce que disait notre ministre tout à l'heure, c'est finalement, c'est très jeune, mais des faillites, il y en a déjà eu. Nous, je sais on a 1000 plateformes dans toute l'Europe. J'espère qu'on va doubler ça, tripler ça très vite. Mais quand on a commencé, on a déjà connu une dizaine de faillites sur des sociétés de crowdfunding. Et parce qu'il y a la régulation, parce que les fonds sont cantonnés, parce que nous aussi nous sommes régulés, parce que nous sommes un établissement bancaire, le client était aussi protégé. Et donc c'est ça aussi que l'apporte la régulation. Ce qui n'était pas le cas, je suppose, en Chine. Et ce qui a pu arriver sur d'autres plateformes. Il y a un autre. On est pris par le temps, bien entendu, mais il y a quand même un autre sujet sur lequel j'aimerais bien vous tester, qui est le sujet des conflits d'intérêts, qui est un autre gros sujet de déontologie, outre information et compagnie. Conflit d'intérêts, comment vous le percevez vu de l'AMF, très, très brièvement? Le conflit d'intérêts, ce serait par exemple une plateforme filiale d'un groupe qui, par exemple, présenterait un certain nombre de projets émanant exclusivement du groupe. Là, il y a conflit d'intérêts parce que, bien évidemment, il est très difficile de distinguer qu'est-ce qui est de l'ordre de la sélection et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'incitation. Bien sûr, bien sûr. Red, tu as pas eu... Oui. Oui, je pense que d'abord, en matière de conflit d'intérêts, le premier principe, c'est la transparence. Ensuite, le fait que des personnes intervenant dans le processus peuvent avoir des intérêts divers et variés est normal, tout à fait normal. Ce qu'il faut éviter, c'est d'abord que les choses soient cachées, ensuite que quelqu'un peut, même en étant transparent, faire un montage qui est clairement destiné à désavantager les investisseurs. Oui, ou certains d'entre eux. Voilà. OK. Romain, tu commençais à aborder la question sur la fin de vie de telle ou telle plateforme. En réalité, c'est une histoire de testament, entre guillemets. Enfin, on appelle ça, dans les banques, on appelle ça testament. Est-ce que tu as été en situation d'observer des situations de conflit d'intérêts?
Alors, des situations de conflit d'intérêts, comme on les décrit là, non. Non, non, non. Encore une fois, il y a énormément de transparence. Il y en a peut-être, mais quand on parle d'un univers start-up ou des business angels qui vont aussi qui vont investir aussi dans la start-up, pour moi, on n'est pas dans le conflit d'intérêts parce qu'on est sur de l'investissement quelque part public, dans un investissement d'une jeune pousse, d'une start-up. Donc, bien sûr qu'il y a des investisseurs qui ont plus d'informations que d'autres, on ne va pas se le cacher, parce qu'ils sont dans le secteur. Ouais. Mais de là à parler de conflit d'intérêts... pour ma part, hein, je ne pense pas qu'on en soit là. Après, clairement, ce que vous disiez à l'instant, je ne l'ai toujours pas vu, mais il est certain que des plateformes qui pousseraient des projets d'un groupe, là, il y aura un conflit d'intérêts certain. Oui, je pense qu'il faut préciser les cas où ce montage est destiné, comme je l'ai dit, à désavantager les investisseurs. Oui, bien entendu. Alors, du cas où il y a un univers, un groupe d'affinités qui souhaite présenter des projets auxquels ils croient et investissent eux-mêmes. Là, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il faut la transparence. Il faut un contrôle en ce qui concerne leurs intérêts par rapport à ceux des investisseurs. Mais le fait que les personnes associées à la plateforme ou la plateforme aient des intérêts dans le projet me paraît pas du tout aberrant. OK. Il faut démontrer que le conflit d'intérêts génère Une transparence, divulgation. Génère un préjudice, voilà. Donc il faut avoir la preuve de ça, en fait, après, derrière. Voilà. Oui. Mon propos est d'être bien en amont. Bien évidemment, je ne citais pas un cas précis. C'est un exemple de la même façon qu'en imaginant une plateforme dont les projets seraient systématiquement financés directement par la famille exclusivement, ça poserait une difficulté. Donc, ce qui est important, c'est que ces règles de déontologie soient ancrées, et je comprends que la finance participative y travaille, dans l'esprit de chaque entrepreneur, pour avoir déjà les bons réflexes. Et effectivement, s'il y a matière à, il faut en tout cas se poser les questions, expliquer, être transparent. Quelle conclusion merveilleuse. On est pile à la fin de cet atelier. On peut poser des questions de la salle avec un micro ou pas, Florence? Voilà, donc on a 6 minutes. C'est du sadisme, à mon avis. Tu veux dire qu'on doit s'arrêter, point final. D'accord. Elle est très désagréable, en fait. Eh bien, écoutez, je suis désolé pour la frustration que j'ai créée sans le savoir de votre part, parce que je suppose que vous aviez des questions à poser à notre panel, y compris à notre régulateur qui fait peur. Oui, elle ne fait pas si peur que ça, finalement. Hein. Voilà, il suffit de s'habituer, il n'y a pas de souci. Mais on est obligé de s'arrêter, donc voilà, sinon je vais me faire engueuler. C'est moi qui vais me faire engueuler. Merci à vous, en tout cas. Merci.